Retrouvez notre jeu après l'émission avec le magazine Gala. Bonsoir. Ils ont plus de souvenirs que s'ils avaient 1000 ans. Leur passé a laissé dans notre histoire, comme dans nos mémoires, des traces que rien n'efface. Qu'ils soient princes, industriels, clowns, comédiens ou marins, dans leur domaine, ils sont rois de père en fils. Ils partagent une même mission, transmettre le renom de leur maison de génération en génération. Nous sommes allés les visiter de la cave au grenier. C'est dans les beaux quartiers de noblesse que je vous emmène ce soir. Avec Charlotte de Turckheim qui a réuni son innombrable famille dans son village alsacien. Avec les Chopard-Chefeleux, prestigieuse dynastie de joailliers qui nous ouvrent les portes de leur univers en or massif. Avec les jolies héritières de Charlie Chaplin et son fils qui nous ouvrent son dernier refuge à Vevey en Suisse. Avec les trois frères Perron, célèbres au-delà des mers pour leurs défis imprévisibles. Avec la famille d'Orléans prétendante au trône de France et le prince Jean, de retour pour Saga au château d'Amboise. Avec la dynastie Bouglione, une des plus anciennes familles du spectacle, dont la jeune génération reprend brillamment le flambeau. Mais aussi la famille de Iturbe, qui entretient avec passion le sublime château d'Annette. Avec les Gherardesques, illustres aristocrates italiens. Les Nicolai, qui nous ouvrent les portes secrètes du château du Lude. Et bien d'autres encore. La comédienne Charlotte de Turckheim a popularisé un nom dont le renom remonte à Charles Quint et au Saint-Empire romain. D'origine alsacienne et de mœurs protestantes, cette famille de réformistes a toujours eu dans ses rangs de grands réformateurs. Mais les Turckheim respectent une tradition, celle de la discrétion, et préfèrent dans leur majorité cultiver leur jardin secret loin des lumières de la célébrité. C'est dans leur fief d'Alsace que les caméras de Saga sont allées jouer à cache-cache. Il y a toujours un profond malentendu entre les aristos et les bourgeois. Je veux dire, moi j'ai été élevée dans la haine du bourgeois. Je peux dire une chose, c'est qu'on ne séduit pas un Turckheim, on est séduite par un Turckheim. On n'a jamais été élevé dans le culte de Charlemagne ou de Pépin le Bref, on s'en fout complètement. Curieusement, ce hameau n'est pas le berceau des Turckheim, même si la majorité des 250 membres du clan vit encore près des berges du Rhin. Exception à la règle, Charlotte s'est exilée à Barcelone. À un moment, j'ai pensé à changer de nom parce que quand j'ai rencontré Coluche tout au début, donc il m'a dit comment tu t'appelles. En plus, je m'appelais Anne-Charlotte de Turckheim. Donc il était bord de rire, il m'a dit ma poule, mais tu vas jamais t'en sortir avec un nom pareil. Voilà, ça c'est très, très catalan et très espagnol. Un grand couloir comme ça qui garde la fraîcheur, en fait, qui garde la fraîcheur l'été. J'ai toujours dit de moi que j'avais le chromosome acrylique, parce que dans ma famille, ils aiment le beige, ils aiment le vert foncé, ils aiment les couleurs chic. Et moi, depuis toute petite, j'ai toujours aimé les couleurs pétards, comme ça, qui étaient donc, évidemment, le mauvais goût. L'obsession de mes parents, c'est qu'ils ne fassent pas de film à poil. Je ne sais pas pourquoi. C'était leur obsession. Oh là là, pas de film. Et même ma petite sœur me disait, oh là là, j'espère que tu vas pas faire des films de sexe nu. Et donc ici, la terrasse. Là, on a un temps pas terrible. Oh, mes pauvres bougainvilliers sont... Je sais pas ce qu'ils ont, là. Ils sont pas trinques. Alors, je suis jalouse parce que mes voisins, ils ont des très beaux bougainvilliers. Je sais pas comment il fait. Pourtant, il a autant d'eau que moi, le voisin. Merde, alors. C'est très espagnol, c'est donc le linge qui prend aux fenêtres. Et puis c'est ça, cet outil-là, capital dans la vie gastronomique espagnole. Parce que ici on fait toute la bouffe, en fait, l'été. Et les spectacles que j'ai faits sont totalement autobiographiques. Les gens existent, j'ai transformé un peu leur nom et tout ça. Oh Charlotte, ma chérie, est-ce que tu sais ce que dit l'épicier à sa cliente pendant qu'il lui fait l'amour? Ça fait un peu plus, je vous le mets quand même.
S'il y a 2 ans, la comédienne a comme les cigognes migré en Catalogne, elle s'est éloignée d'une Alsace qui, depuis 5 siècles, est une terre ancestrale où viennent régulièrement se ressourcer ceux qui l'ont quittée. Un retour aux racines qui passe par un arrêt symbolique à Turckheim. Arnaud est le père de Charlotte, Hélène, sa tante. Regarde là, ces maisons à pignons, c'est ravissant, c'est super. On a toujours beaucoup aimé ce petit village. C'est quand même un des beaux endroits d'Alsace. Les origines de cette famille sont lointaines. En 1250, Ulrich de Turckheim est l'auteur de la première version française de Tristan et Iseult. Lady Turckheim était une famille protestante, donc non ennemie à la cour, n'est-ce pas? Ça n'a jamais été de grands aristocrates tels qu'on entendait les familles à Versailles et ailleurs. Ils étaient toujours maires de leur endroit, ils avaient des responsabilités, mais locales. À l'échelle de l'Alsace. À l'échelle de l'Alsace et à l'échelle de la ville. On ne vit pas autour d'un château, pas du tout. On vit beaucoup plus projeté dans le futur. On a eu un moment où, il y a 2 ou 3 générations, où ma famille avait beaucoup d'argent, avec toutes les usines de voitures. Et puis, ils ont tout flambé. Et en fait, à la génération de mon père, ils étaient absolument fauchés. Le côté, les aristos, ça travaille pas. C'était pas pour nous, parce que nous, de toute façon, on était obligés de travailler. Mais ma mère m'a toujours élevée en me disant, si vous parlez anglais, que vous tapez la machine, que vous avez votre permis de conduire, vous pourrez toujours vous démerder dans la vie. Chez les Turckheim, les femmes sont indépendantes et travaillent. Hélène, c'était une des premières grandes femmes journalistes. C'est vrai que pour moi, Hélène, c'est un modèle, c'est une pionnière quand même. Quand j'ai commencé à être journaliste, il y avait la réaction de ceux qui me disaient ce n'est pas convenable, donc quand il y a des enfants, et les autres qui me disaient ce n'est pas socialement convenable. Alors j'avais beau dire Le Figaro tout de même, c'est quand même plutôt bien, etc. Et après, très rapidement, quand j'ai commencé à signer très souvent, quand ma signature ne paraissait pas dans le journal, on me disait mais qu'est-ce que tu fais? Tu paraisses? Une famille où l'on pratique 1000 métiers. Il y a 30 ans, c'est un Turckheim qui a implanté une colonie de singes sous les pins des Vosges. Aujourd'hui, c'est Guillaume qui tient les rênes de cette fameuse montagne des singes. 7, 8, 9, 10. Et si tu veux. Merci, non? Non, tu veux pas donner? Tu donnes la main à plat. Mais si, essaye. Hein. La main à plat, c'est amical. Voilà. Ah, il prend quand même parce qu'il a vu qu'il y avait encore des bananes. Et il va manger peut-être les pépins d'ailleurs, au début. C'est vrai qu'à l'origine, installer des singes en Alsace était une idée complètement folle. Hein. Le parc est passionnant et ce qu'a créé mon père me plaît énormément. Un endroit à voir en Alsace et la montagne des singes au pied du Königsbourg. C'est vraiment une attraction. Et avec les cigognes, maintenant il y a les cigognes et les singes. Décidément, les Turckheim cultivent le savoir-faire autant que le savoir-vivre et dans les domaines les plus divers. Cette famille a enfanté un pasteur, un député et le leader de la planche à voile. Si Charlotte joue la comédie, Cyril, son cousin, est musicien. Quant à Arnaud, le patriarche, sa passion pour le Tibet lui a inspiré une vocation de peintre. Et ce que je trouve génial dans l'histoire de papa, le premier à être véritablement un artiste dans cette famille, c'est lui. Et donc lui, il a quand même continué, alors il a monté son affaire de transport. Et ce que je trouve génial, c'est qu'à 72 ans, son bouquin, donc ces aquarelles qu'il a fait au Tibet vont être éditées. Et ce que je trouve vachement bien, c'est finalement de se dire, eh ben, il n'y a pas d'âge pour se trouver véritablement, pour réaliser sa passion. Il y a vraiment 2 clans dans la famille. Il y a les originaux qui aiment le voyage et les idées nouvelles. Et puis au contraire, ceux très très classiques, très traditionnels, dans la lignée protestante dure et pure. Ceux avec qui je m'entends très bien, c'est évidemment tous les cousins alsaciens, parce que je suis assez admirative justement pour leur engagement par rapport à la nature, la forêt, le côté écolo, préserver la nature. Nous sommes la branche des forestiers, puisque mon père était forestier, mon père est forestier. Mon grand-père était aussi un peu forestier, agronome d'abord. Mon arrière-grand-père s'occupait aussi de forêt, donc c'est la passion, le virus de la branche, c'est la forêt. Si les forêts restent les racines d'une branche alsacienne passionnément campagnarde, elles dégagent un fort parfum de nostalgie pour le clan des Parisiens. Ils avaient déserté les rives du Rhin en 1870, inquiets de voir les casques prussiens se pointer. On dit toujours les Turckheim alsaciens et les Turckheim parisiens. J'avoue qu'on a toujours un petit pincement de cœur quand on vient ici. Et on peut pas dire qu'on se sent à la maison, c'est pas ça, mais il y a quand même, je sais pas si c'est les gènes qui nous travaillent, tu vois, mais on est content. Oui, et puis dans l'histoire de la famille, l'Alsace est fortement présente. Ouais. Et toujours un peu cet endroit qui nous permet de nous rattacher à quelque chose. Et c'est vraiment les racines. Hein. Moi, j'ai jamais vécu en Alsace, mais j'ai quand même un sentiment qui est étrange, c'est que chaque fois que je suis en Alsace, c'est vraiment comme E.T. Home. C'est-à-dire que je me sens à la maison.
Tous les 2 ans, les 250 âmes du clan se réunissent dans la maison de famille et sacrifient au rituel festif du buffet traditionnel à l'alsacienne. On est très smala, quoi. Nous, c'est-à-dire qu'on est quand même un peu tout le temps les uns sur les autres, donc tout le monde se mêle de la vie des uns des autres. Donc quelquefois, c'est assez pompant. Turckheim, c'est quand même des fêtards et des bons vivants, quoi. C'est-à-dire qu'on finit par bouffer, par picoler. Et puis voilà, et on met le costume alsacien et on rigole. Et... Ça se situe toujours autour d'une choucroute et tout le monde est très content parce que je crois que dans la famille, on aime bien ça se voit d'ailleurs. On aime bien de faire de bons repas. De toute éternité, les Turckheim furent des amateurs de bonne chair qui n'ont jamais dédaigné les plaisirs de la chair. Une réputation de séducteurs qui alimente encore les conversations. Turckheim, ça a été des grands amoureuses. Vous savez, il y a même une prière en Alsace qui dit... Les femmes alsaciennes finissent leur prière en disant « Et mon Dieu, préservez-moi d'un mari Turckheim ». Oui, parce qu'ils avaient la réputation d'être coureurs. Hélène et Olga ont elles aussi succombé. Ils aiment les femmes, alors les femmes ont l'impression qu'elles s'épanouissent sous leur regard. Ils sont complètement imprévisibles, mais je pense que tous les hommes sont imprévisibles. Ils sont un peu machos, mais quel est l'homme qui ne l'est pas un peu aussi? Ils font tout avec leur bonne femme. Alors ça n'est jamais pénalisant pour les femmes de vivre avec un Turckheim. Moi, ça fait 21 ans, je me suis toujours pas lassée. Mon grand-père me disait toujours, un gentleman, c'est un homme qui se tient avec la même aisance dans un bordel ou dans une cathédrale. Si les Parisiens obéissent à la devise « plus est en toi », la branche alsacienne observe la règle « prière et travail ». La devise des Turckheim, on dit long, je trouve, sur notre famille, c'est « plus est en toi ». Essayer de ne jamais se contenter de ce qu'on a, de toujours aller plus loin, plus fort, de dépasser ses propres limites, d'essayer d'avoir beaucoup d'autodérision sur soi-même. C'est vrai que ce sens de l'humour, moi, que j'ai, je le tiens de ma famille. Je suis pas du tout la plus rigolote de ma famille, qui sont vachement plus marrantes que moi. Mais bon, moi, j'en ai fait une profession, c'est pas pareil. Alors, permettez-moi de vous dire la mode, parce que je suis un petit peu énervée, que vous êtes un branle-musard. Chez les Turckheim, cet esprit quand même d'aller, de suivre chacun son propre chemin, d'aller hors des sentiers battus. C'est vrai qu'il y a un dicton bouddhiste, je crois, qui dit quand tu ne sais pas quoi faire, quand tu ne sais pas quelle décision prendre et que 2 chemins s'offrent à toi, eh bien choisis toujours le plus difficile. Et c'est vrai que c'est quelque chose que finalement, moi j'ai suivi tout le temps et qu'ont suivi beaucoup de gens dans ma famille. Les Bouglione sont une dynastie d'artistes qui ondulent et déambulent sous le ciel des chapiteaux depuis 150 ans bientôt. Un siècle et demi de vie vouée à braver les fauves, passer à jouer les balaises du trapèze et sans cesse dompter sa peur au risque de se rompre les os. Quand on appartient à l'aristocratie du cirque comme cette auguste famille, c'est en faisant son numéro qu'on mène la vie de château. En piste. Pour le grand public, le cirque a acquis ses lettres de noblesse grâce à la famille Bouglione, une dynastie de funambules qui se produit sous le ciel des chapiteaux depuis un siècle et demi. La famille Bouglione existe depuis au moins 1870. C'est mon père avec ses oncles et leur père qui ont créé vraiment le nom de Bouglione, qui ont fait le cirque Bouglione. En 1934, les Bouglione prennent leur envol en donnant un nouvel essor à l'auguste cirque d'hiver, inauguré sous le Second Empire sous le nom de cirque Napoléon. Mes parents, mes grands-parents sont arrivés au cirque d'hiver en 1934. J'ai été dompteur, j'ai été acrobate, j'ai fait clown, j'ai fait présentateur. Et après, je me suis spécialisé pendant près de 20 ans avec les éléphants. Mais je n'avais pas une attirance vers la piste. Moi, c'était plus l'organisation, c'était plus la gestion du cirque d'hiver, la gestion du chapiteau qui m'intéressait que la piste. Ancrés dans la tradition du cirque, les spectacles des Bouglione n'en renouvellent pas moins le répertoire en multipliant les acrobaties. Au cirque d'hiver, les rois du trapèze défient les règles de la pesanteur. La peur du vide, ils s'en balancent. Sampion, le patriarche, a passé le flambeau à la jeune génération il y a 3 ans. Je suis Joseph Bouglione, je suis le directeur artistique du cirque d'hiver et je suis le neveu de Sampion Bouglione. Je m'appelle Sampion Bouglione, je suis le frère de Joseph et le cousin de Francesco. Je m'appelle Regina Bouglione. Par rapport à Sampion et Emilien Senior, je suis la fille d'Emilien, la nièce de Sampion. Par rapport à Joseph et Sampion Junior, je suis la sœur. Et par rapport à Francesco, je suis la cousine.
Vous l'aurez compris, chez les Bouglione, personne n'arrête son cirque. On n'a jamais imaginé faire autre chose. Quand on est dans le cirque, quand on passe sa vie dans le cirque, on a tellement un sentiment de liberté. Et puis de faire rêver le public, on ne peut pas imaginer faire autre chose. C'est-à-dire qu'on avait toujours, quand on était en tournée, une voiture école avec un prêtre missionnaire qui suivait le cirque, donc suivait tous les enfants. On avait une scolarité normale et régulière, je dirais. Et ensuite, dans les années 81, on a arrêté les tournées. Donc on s'est installé ici au cirque d'hiver et j'ai été à l'école fixe. Là, ça a été un peu plus difficile pour moi. Parce que le professeur avait du mal, je vais vous le dire. Hein. Parce que les enfants qui sont venus au monde au cirque, ce sont des enfants, on peut appeler ça, si vous voulez, des enfants de la liberté. Ils sont libres, ils vont où ils veulent, ils changent de ville tous les jours, ils rencontrent des visages différents tous les jours. C'est un rêve pour un enfant de vivre dans un cirque. Bon, il faut que je vous laisse parce que ça repart. Représentant exemplaire de cet art populaire, les Bouglione puisent leur succès public en privé. Le cirque est une œuvre collective et dans la famille, on sait jongler avec ses compétences comme avec ses complémentarités. On ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un qui n'aime pas. Ils se sont mis tous les quatre ensemble pour réaliser un spectacle. La seule chose que je vous demande, c'est de ne rien faire tout seul. Quand vous faites quelque chose, réunissez-vous tous les quatre, parlez de votre projet ensemble. Si vous êtes d'accord, c'est bien. Si vous n'êtes pas d'accord, trouvez un arrangement. Mais ne faites rien séparément. Le fait de travailler en famille, c'est très bien parce que tout le monde s'aide. Tout le monde s'aide, tout le monde s'entraide. Il n'y a aucun problème quand quelqu'un travaille en piste et quelqu'un de la famille qui est devant ou sur les côtés ou dans les gradins. Il peut regarder à chaque spectacle et dire « Tiens, tu as fait ça comme ça ». C'est pas des critiques, c'est surtout des conseils. Le rôle attribué à Irina, la dernière venue dans la tribu, un numéro de haute voltige où elle virevolte enroulée dans des rubans aériens. C'est ici qu'on s'est connus avec mon mari, Francesco. Ça a commencé tout ça ici aussi, dans cette maison. Voilà. C'était une petite nageuse, la petite sirène, qui montait au ciel. Il y a eu un coup de foudre, quoi. Ça a été le grand amour. Puis un jour, mon fils me dit, voilà, ben, je te présente ma future femme. Alors c'est elle qui m'a demandé mon fils en mariage. Ça a été un peu drôle, on s'est un peu amusé là-dessus. On s'est mariés dans le cadre du cirque d'hiver. On a fait en premier la cérémonie religieuse à l'église russe. Et ensuite, on a fait la fête ici avec tous nos amis. La famille Bouglione, elle était très, très, très chaleureuse avec moi. Moi, je ne m'attendais pas à ça, mais ils étaient vraiment enchantés de me recevoir. Moi, je suis vraiment ravie. Je me sens dans la famille, la Madame Bouglione à fond. Les difficultés, quand on fait un numéro, quand on est à 6-7 mètres, il y a toujours des difficultés et puis du danger surtout. C'est ce que c'est que quand on est derrière le rideau, quand le rideau s'ouvre, de rentrer et d'affronter 1600 personnes. Et la seule chose qu'on veut, c'est bien travailler et que ça se passe bien. Oui, avec mon frère et mes cousins, ça se passe bien sur les champs. En plus, les travaux sont bien répartis. Tout ce qu'on fait, on aime. Donc moi, j'ai choisi de m'occuper de l'image parce que ça me plaisait, parce que ça touchait les archives. Donc on fait des recherches. Je fais des recherches sur les affiches, sur les vieilles archives, sur les cartes postales. Donc c'est vraiment mon truc, ma spécialité. Là, on est à l'intérieur du cirque d'hiver, sous les gradins. C'est pour ça qu'on voit que le toit est en pente. Et c'est une partie des archives de la famille Bouglione qui sont stockées ici. On s'en sert pour prendre des modèles d'affiches, de programmes, pour se ressourcer en plus. Ce sont tous des personnages existants. Il y a Pierre et Tex, Claude Jacob, les Caroli, il y a les Knie, il y a mon père, Emilien Bouglione. Ça, c'est une affiche avec Charles Trenet. Il avait fait une tournée avec mon grand-père. Et une anecdote marrante, c'est que Charles Trenet n'avait pas signé son contrat. La saison avait commencé, il travaillait, ça marchait assez bien, et puis il voulait toujours pas signer son contrat. Mon grand-père était un peu inquiet, parce qu'il est toujours parti, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, comme à l'entracte, il signait beaucoup d'autographes. Mon grand-père a eu l'idée de mettre le contrat dans un programme et d'envoyer une personne pour signer le contrat.
Et quand la personne est arrivée, il n'a pas fait attention et il a signé son contrat comme ça. Pour être assis. Je vais participer au spectacle Trapèze, au nouveau spectacle 2001-2002. Et je vais faire un numéro de double haute école avec un partenaire. La haute école consiste à monter à cheval et à faire exécuter aux chevaux une série de pas au rythme de la musique. Mais je suis très très fière, très contente de participer à Trapèze. J'essaye d'être un peu partout et de voir, spécialement au cirque d'hiver, l'accueil du public, ce qui se passe au bar, ce qui se passe dans la salle de spectacle, un peu aussi autour parce que c'est aussi très important. On est très bien dans le cirque d'hiver, on se plaît beaucoup, mais en général quand même on arrive assez souvent à sortir du cirque. On sort du cirque parce que sinon à la longue à vivre enfermé comme ça sur nous-mêmes, ça serait pas bon. Moi, mes cousins, avec ma femme, on est très friands de culture. Je vais vous emmener aux ATP, c'est au musée des arts et traditions populaires. Et ils vont nous sortir des pièces qui n'ont jamais été sorties. Des pièces qui ont été offertes par mon grand-père autour des années 40, 50, et que moi, j'ai jamais connues. Principalement, on essaye de rechercher en priorité tout ce qui était Bouglione, mais aussi on a un très grand attachement à tous les costumes des artistes qui ont pu passer au cirque d'hiver. Bon, les Fratellini sont restés des années et des années au cirque d'hiver. Avoir un objet des Fratellini, ça reste un mythe pour tout le monde. Comme en témoigne Salto, son dernier show, le cirque façonné par la famille Bouglione nécessite l'étroite complicité de chacun de ses acteurs. On a beau faire le clown, on s'interdit les pitreries, car pendant les 4 mois que dure le spectacle, c'est chaque soir que l'on multiplie les pieds de nez à l'éternité. C'est sans doute pour cela qu'à l'heure de l'ultime numéro de la dernière représentation, les larmes de l'émotion fondent en rigole sur le masque craquelé de la gaieté. Il y a beaucoup d'émotions parce que bon, c'est la dernière. Et pendant plusieurs mois, tout le monde donne le maximum. On est vraiment une grande famille avec les artistes, avec les musiciens, avec les techniciens. Et c'est vraiment un moment aujourd'hui où tout le monde se quitte. Alors c'est un moment assez... Tout le monde a la gorge quand même assez serrée. Je vois un bel avenir parce qu'ils retrouvent la prouesse, mais aussi les émotions, la joie, la tristesse. Il faut qu'il y ait de tout dans le spectacle. Je pense que le cirque a de belles années devant lui. Les mondes de l'horlogerie et de la joaillerie possèdent aussi leur dynastie. Sachez, pour plus de précision, qu'on ne les trouve qu'en Suisse, comme les Cheffeleux, propriétaires de la manufacture fondée naguère par Paul-Ulysse Chopard. Célèbre pour ses pierres précieuses autant que pour ses bijoux d'horlogerie, cette petite entreprise ne connaît pas la crise. Et pour cause, la maison a décroché avec le Festival de Cannes la palme du prestige. Là encore, Saga était pile à l'heure. Genève et son lac regorgent de joyaux assemblés par les plus minutieux artisans joailliers, comme ceux de Caroline Gruosi-Cheffeleux. Karl, son père, est propriétaire depuis 1963 de la manufacture fondée par Paul-Ulysse Chopard un siècle plus tôt. Aujourd'hui, Karl Friedrich, le frère de Caroline, vice-président de cette prestigieuse maison, exploite les dons d'une famille unie par une même passion, le diamant. Papa, on te met ici, en plein milieu. Les décisions importantes sont prises autour d'une table. Comme ça, c'est pas que on dit mardi matin, 10h, grande réunion, assemblée générale. C'est souvent comme ça. Et je crois que c'est une grande atout de la société parce qu'on travaille tous avec l'amour et avec les cœurs. Donc c'est pas un devoir, c'est vraiment les plaisirs. Nous sommes un des derniers qui sont restés dans l'horlogerie de luxe et nous sommes fiers d'être toujours une entreprise familiale. C'est pour nous un challenge aujourd'hui de continuer la tradition familiale horlogère. Si je n'étais pas dans l'entreprise même active, je serais complètement hors du circuit, disons. Dès que je ne suis pas là pendant quelques mois pour mes enfants, je vois très vite que je perds un peu le contact et un lien avec la famille. Tous les trois,
sont une équipe merveilleuse. Je pensais toujours que maintenant c'est le moment de me retirer un peu après plus que 40 ans de travail. Mais c'est malheureusement pas encore le cas parce que l'entreprise est 100 fois plus grande qu'à l'époque. Alors il y a encore beaucoup de travail et aussi des tâches pour ma femme et pour moi-même. L'époux de Caroline, Fawaz Gruosi, qui a dû s'absenter à l'heure de ce déjeuner, est lui-même diamantaire, mais il travaille à son compte. Il a créé sa propre marque en 1993. Quelquefois, ça m'arrive que je dis « Ah, j'aurais dû me marier avec un médecin, un avocat ou un écrivain. » Et je me trouve avec quelqu'un qui, le matin, il me parle des bijoux et le soir, je suis avec mes parents, il me parle des montres. Mais comme je disais, c'est la passion un peu de toute la famille. On a acheté cette maison en 1985. Ici, soi-disant, c'est la chambre qu'on passe plus de temps. Et ce qu'on dit, c'est très cosy, surtout l'hiver. Ma femme adore les animaux, moi aussi. Et la faiblesse, comment on appelle en français, c'est les moutons. Je vous montre l'autre côté. Ça, c'est un autre salon. Je ne peux pas me considérer un collectionneur parce que je ne suis pas un expert des antiquités. Quand je trouve quelque chose qui me fait palpiter le cœur, je l'achète. C'est comme les bijoux ou les pierres. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's. Cartier. Caroline apporte sa pierre précieuse à l'édifice familial en dessinant depuis 20 ans tous les bijoux de la maison. Au début, quand j'ai commencé chez papa, on travaillait avec mes parents, nous faisions que des montres, nous faisions pas de bijoux. Donc la première chose que je me suis un peu imposée, c'était de dire que les noms, tout d'abord, est très prestigieux, mais on pouvait très bien aussi faire des bijoux. Et aujourd'hui, c'est à peu près la moitié des productions, c'est montres, et la moitié des productions, c'est bijoux. Les cœurs, c'est vraiment un élément clé dans nos collections. Et c'est devenu un peu un symbole de la maison. Ça, c'est une pièce en fer à une fois, pas deux fois. Il y a une bonne centaine de carats sur cette pièce-là. Si Caroline préside aux destinées de la haute joaillerie, Karl Friedrich, lui, dirige l'horlogerie. Ça, c'est des grands classiques, on peut dire, de la maison. On en fait très peu dans l'année, mais c'est des montres qui sont en production depuis maintenant une bonne dizaine d'années. C'est des montres qui sont un peu hors du temps. Cette montre est vendue 400 000 francs français et vous trouverez environ 500 petites pièces à l'intérieur du mouvement qui sont toutes assemblées minutieusement. C'est un véritable petit chef-d'œuvre dont on ne fait que 25 pièces. C'est une série limitée dans chaque couleur d'or. Aujourd'hui, à la tête d'une cinquantaine d'enseignes à travers le monde, les Cheffeleux perpétuent les secrets d'un artisanat transmis de génération en génération depuis 140 ans. Originaires d'Allemagne, les Cheffeleux ont dû s'unir à la famille Chopard. Lorsqu'on est horloger, un passeport suisse vous ouvre toutes les portes du marché. La Suisse est connue pour les meilleures montres du monde, comme pour le chocolat. Et avec des mouvements allemands ou en non allemand, c'était pas possible de développer l'entreprise comme moi j'ai eu une vision. Une vision pleine de clairvoyance grâce à laquelle les Cheffeleux étincellent sur la croisette. La Palme d'Or leur doit son nouvel éclat et leurs bijoux habillent depuis 3 ans les décolletés les plus admirés du cinéma. Bonjour chérie. Bonjour. Bien dormi? Oui. On est partenaire officiel dans ce qui concerne montres et bijoux. Et je trouve que c'est deux mondes qui vont très bien ensemble parce que ça représente les rêves, les cinémas. On va au cinéma pour se mettre dans un autre monde pendant 2-3 heures, de se laisser emporter quelque part. Et les bijoux, les créations, c'est un peu les mêmes esprits. On rêve des diamants. Chérie, regarde quoi ce qu'il fait beau. Ça sera beau de faire une journée de bateau et d'échapper calme, non? Qu'est-ce que tu en penses? On peut faire ça dans le bateau. Ah, quel rêve. C'est quand même beau, la mer. Ooh, Lordy,
bien sûr un moment de promotion, mais au-delà de ça, un magnifique collier, il faut les voir porter. Vous les voyez dans un écran, c'est très beau, mais c'est destiné à être sur des femmes et encore plus sur des très belles femmes et des grandes stars. C'est comme une robe, il faut les porter, il faut voir les diamants briller. Voilà. Le collier est fabuleux. Le collier est magnifique. Il faut croquer les diamants. On croque les diamants. C'est pas juste parce que les bijoux qui sont beaucoup plus de valeur que les robes, ça devrait être l'envers. On devrait choisir d'abord les bijoux, après la robe qui va avec. À Cannes, Caroline veille à tout. Et ça brille bien. Du prêt des bijoux à la sécurité de leurs féminins écrins qu'elle escorte de soirée en soirée. Un marathon chaque année parachevé par la remise des meilleurs espoirs féminins et masculins. 2 trophées qu'elle a elle-même dessinés. Je ne sais pas encore combien de bijoux on a prêté ce soir, mais en effet, les colliers que je voulais mettre étaient déjà sur une star. Alors je me suis choisi ceci que j'adore parce que c'est aussi mon mari qui l'a dessiné pour la maison. Mon amour. Ce que je préfère, c'est le diamant. C'est le plus pur. Elle me fascine le plus, ce pierre-là. C'est comme un prix qu'on ne peut pas nécessairement s'offrir soi-même. Et donc, c'est un cadeau de la vie de pouvoir les porter, vraiment. Bienvenue de la part de ma famille. Good evening, I wish you a very warm welcome here tonight. Laissant à sa sœur la conduite des affaires festivalières, Carl Friedrich pérennise la passion paternelle pour l'automobile en parrainant et participant au mythique Mille Miglia. Une course très courue aujourd'hui, réservée aux voitures anciennes et qui lui permet de mêler le futile à l'utile. Souvent, les collectionneurs de montres sont aussi passionnés de voitures et bien sûr vice-versa. Et je crois que c'est des gens qui apprécient les objets bien faits, le design, la technique et la symbiose de ces deux choses qui en font des objets uniques. C'est mon père qui m'a passé un peu le virus de la collection de voitures. On peut dire que c'est de père en fils et on est collectionneurs les deux. Et on fait souvent des rallyes ensemble et c'est là aussi où on peut tranquillement parler de l'affaire et c'est merveilleux d'avoir un hobby qu'on partage avec son père. Mon rêve, c'est continuer avec mon frère et avec la famille ce qu'on a commencé à construire. Moi, j'adore travailler en famille. S'il est une famille où l'on aime à passer pour des charlots, c'est bien le clan Chaplin. Le plus mythique des comiques aura enfanté une dynastie de comédiennes. Après Géraldine et Annie, voilà que Kira, la petite fille, s'apprête à suivre les pas de grand-papa. Il était donc logique que les caméras de Saga soient reçues comme sur un plateau. La famille, c'est un paradis, un enfer, je crois. Je vois dans la nôtre, on joue à la guerre, on joue à l'amour. C'est l'un ou l'autre. C'est formidable. Le lien dans tout ça, c'est l'amour, quand même. Annie est l'une des 8 enfants d'Ohana et Charlie Chaplin. Elle est aussi, en parfaite héritière de Charlot, légataire d'une passion pour la comédie qu'elle exerce au théâtre sous le regard de Jean-Jacques Oxenel, son mari metteur en scène. Tous deux ont monté une salle de spectacle dans le Loir-et-Cher. Moi, je pense que j'ai eu pas mal de chance. Je pense que pour les 4 aînés, ils voulaient absolument qu'ils fassent des études, qu'ils fassent autre chose. Bon, c'est difficile de parler pour eux. Mais je crois qu'il avait peur de la non-réussite. Pour Géraldine, l'aînée des Chaplin, devenir actrice, cela fut toute une comédie. Son père espérait pour elle une toute autre carrière. Il aurait aimé que je devienne médecin ou ingénieur ou architecte. Un métier respectable, en fait. Je crois qu'avec les derniers, dont pour moi, il était moins préoccupé par les études. Enfin, il avait moins le temps de l'éducation, quoi. Donc, le discours était plus libre. Mon père m'avait aussi souvent dit, tu devrais être actrice. Et ma mère me disait, tu devrais faire de la production. Tu as le tempérament à faire de la production. Et je me disais non. Et puis bon, puis après, c'était évident que j'avais envie, quoi. Annie est née lorsque Charlie Chaplin a fêté ses 70 ans. Elle n'aura connu son père que 18 ans. Je pense pas que c'était un amoureux des enfants.
On était élevés par deux nounous formidables. Mais en même temps, le moment de plaisir, c'était d'être avec les parents. On ne mangeait pas systématiquement à table avec eux, mais quand on y avait droit, c'était génial. Et il avait ces moments où on se disait, oh là là, faut pas parler, il faut bien se tenir. Et tout à coup, il pouvait faire une connerie monumentale, se servir avec ses doigts. En tant qu'enfant, il aimait bien nous faire peur. Et ça, j'adore. Je trouve que c'était très drôle. C'est à Vevey, en Suisse, baigné par les eaux calmes du lac Léman, que cette célèbre bobine a tranquillement fini le film de sa vie dans un somptueux manoir. Un sanctuaire aujourd'hui habité par ses fils Michael et Eugène. Bienvenue au manoir de Banff. C'est la maison de mon père, Charlie Chaplin. Et je vous invite à venir la visiter. Voilà, vous êtes au salon ici. C'est la salle un peu familiale où tous les soirs, mon père et ma mère venaient, on mangeait avec eux. Mon père a acheté cette maison en 1952 quand les Américains ont décidé de ne plus renouveler son visa de retour. Il venait d'épouser ma mère. Lui avait, je crois, 52 ans et ma mère en avait 18. La moralité aux États-Unis n'acceptait pas ça. Il faisait une tournée en Europe et c'est en allant à Genève, il a eu le coup de foudre et pendant 25 ans, il a habité ici. Et dans cette bibliothèque, c'est ici où mon père travaillait. C'est ici qu'il a écrit son autobiographie. Il était au bureau, il regardait là dehors. C'est un endroit absolument très reposant. C'est là qu'il a écrit le scénario de La Comtesse de Hong Kong. Bien sûr, aussi dans cette pièce, il y a le canapé qui faisait partie du décor de City Lights, les lumières de la ville. Eugène a vécu toute sa vie ici. Il ne saurait quitter le dernier repère de son père. Il y cultive à loisir le jardin secret du souvenir. Cette maison représente toute mon enfance. C'est la liberté, les jeux dehors. C'est très vivant avec les bagarres entre mes frères et sœurs. Moi, ce que je me rappelle surtout, c'est les parties de gendarmes et aux voleurs dans le jardin. Il y a un esprit Chaplin, c'est sûr. Nous sommes tous plus ou moins des artistes. Et je crois que ça, c'est le grand héritage qu'il nous a laissé. Eugène a préféré les coulisses de la scène aux lumières des plateaux. Il est régisseur pour le théâtre et l'opéra. En revanche, sa fille Kira ne saurait se contenter d'un relatif anonymat. Elle vient à 20 ans de faire ses débuts au cinéma et a monté pour la première fois les célèbres marches du Festival de Cannes. Quand je viens ici, je me dis que tout démarre, que bientôt moi aussi j'ai envie d'avoir mon film ici et puis j'ai aussi envie d'être sur les affiches partout. Vu que je suis de la famille Chaplin, j'ai envie de vraiment bien travailler. J'ai pas envie qu'on se dise ouais, il y a juste eu Charlie Chaplin et après les autres, c'est les ratés. Ça me met plus de pression pour bien réussir. Moi, je trouve pas que mon grand-père, c'était un grand homme. Il est parti de rien, il a super bien réussi. Mais quand je l'ai jamais connu, j'ai pas eu cette chance, mais non, je suis très... je suis très fière de lui, quoi. Je suis fière d'être de sa famille. Lorsque l'on s'appelle Chaplin, on cultive l'art et la manière de jouer la comédie. Alors quand un film se réalise sur la vie de Charlie, Géraldine joue à l'écran le rôle de sa grand-mère. Son père était un chanteur de music-hall, sa mère aussi. Et un jour, il paraît que quand elle chantait sur scène devant un parterre de soldats et de gens dans un music-hall, elle a eu un trou, elle ne savait plus quoi faire, etc. Et c'est mon père qui est venu et qui a continué la chanson. Il avait 6-7 ans.
Et les gens ont tellement apprécié sa prestation, ils ont commencé à lui jeter des pièces de monnaie. Et au fond, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il voulait devenir artiste. À l'image de Charlie Chaplin, Géraldine a commencé sur scène enfant et en famille. C'était dans Les Lumières de la ville dont elle partageait l'affiche avec son père, sa sœur Joséphine et son frère Michael. Nous tous, enfants, nous étions figurants. J'avais 8 ans et les autres avaient 6 et 4 ans. Mrs. Allsop's out. Allsop's out. Des souvenirs marquants, oui, j'en ai plein. De tournage, j'en ai assisté à un seul, c'était La Comtesse de Hong Kong. On était en Angleterre pendant qu'il tournait. Évidemment, il y avait Brando, que honnêtement, je connaissais pas trop, mais dès que je l'ai vu, c'était lui que je voulais épouser, quoi, c'était clair. Et puis, moi, ce qui m'a énormément marqué quand même, c'est la capacité de travail. Et de voir quelqu'un bosser autant et s'acharner, rebosser, continuer, c'est quelque chose d'inoubliable. Il était terrifié à l'idée que je porte son nom et que je veuille devenir actrice. Mais par la suite, il fut mon admirateur principal. Lorsque j'ai connu mes premiers succès, il était très fier de moi. Et il était impossible d'obtenir de sa part une vraie critique. Car à chaque fois qu'il voyait un de mes films, il disait « Tu es la meilleure !» Et moi, je lui disais « Non, donne-moi des vrais conseils !» Et il répondait « Non, non, tu es la meilleure !» Je crois que le Dictateur, c'est le film que je peux revoir et revoir et revoir. Au niveau de la comédie, c'est extraordinaire, quoi. Il y a une folie. Tout est fait. Oui, c'est difficile d'en parler, quoi. Mais c'est peut-être un des films qui m'apprend le plus, qui me surprend le plus chaque fois. À son décès en 1977, Charlot, qui avait voué sa vie à ses films, a malgré lui transmis l'amour du 7e art à toute sa famille. Une flamme cinématographique ranimée de génération en génération. Je pense que ce n'est pas ce qu'il voulait pour nous. Mais par la suite, quand nous avons choisi ce métier, il était très content et fier. If you're looking for rainbows, look up to the sky, but never. À 1h30 de Paris, le château d'Annette est édifié sur ordre de Diane de Poitiers pour y abriter ses désordres avec le jeune Henri II. Aujourd'hui, repère du comte Jean de Iturbe, l'héritier d'une famille basque revenu enrichi du Mexique après un siècle d'exil, ce sanctuaire de l'amour royal transpire la passion par tous les pores de ses pierres. Comment vivre en ces lieux à l'heure d'Internet? Suivez le guide. Bienvenue au château d'Annette, maison des Iturbes depuis 6 générations. Une famille basque partie voici 2 siècles vivre l'exil au Mexique. 100 ans plus tard, ils reviennent sur leur terre natale après avoir fait fortune dans les lointaines mines de métal. Jean de Iturbe. Berne, mon nom est Berne, Stéphane Berne. Ce joyau de style Renaissance et la dentelle de ses tourelles, protégées par la Royale Chapelle, veille sur les âmes de la petite cité d'Annette à 80 km de Paris. Une demeure de légende qui abrita un mythe et des stars, pour notamment recevoir la visite aussi peu discrète que secrète de 007. Le château d'Annette fut en 1965 le théâtre d'opérations Tonnerre. Depuis, c'est l'accalmie et rien ni personne ne perturbe les Iturbes. Construit au XVIe siècle à la demande de Diane de Poitiers pour y loger ses souveraines amours avec le jeune roi Henri II de 20 ans son cadet, les murs du château d'Annette et son vaste parc à la française respirent encore la volupté à travers chaque pierre. Alors Annette n'est pas un château royal, mais a abrité des amours royales. Absolument, il a abrité les amours de Diane de Poitiers et le roi Henri II, qui a commencé quand lui avait 13 ans et elle avait 33 ans. Et cet amour a commencé sur le bord de la Bidassoa, quand elle a emmené le roi se faire emprisonner à l'Escorial. Alors là, on rentre dans la chambre de Diane de Poitiers, avec un lit
admirable dans lequel des tas de choses se sont passées. Le roi venait passer 2 mois à Annette et nous avons une lettre qui raconte qu'il passe 8 jours dans son lit avec Diane, qui trouve ça très inconfortable. En plus, il y a un chien sur le lit qui pèse très lourd. On leur sert de la nourriture, il y a beaucoup de domestiques et elle trouve que la promiscuité dans ce lit est absolument insupportable. Et en plus de ça, il ne sentait pas très bon, alors qu'elle se lavait. Je crois qu'il ne bougeait pas de ce lit qui fait 1,40 m de large. Alors vous voyez que ils devaient être très très amoureux l'un et l'autre. Alors Annette est un château qui est voué à l'amour. Donc est-ce que ça favorise les amours, Annette? Ah, je crois qu'il y a eu des grandes aventures amoureuses dans cette maison, différentes personnes à différentes époques. Et je pense que c'est certainement une maison qui a des bonnes vibrations, comme on dit aujourd'hui. Je peux citer mes parents qui ont été mariés 50 ans et qui ont fêté leurs 50 ans de mariage il y a quelques années. Il y a une histoire d'amour qui est née ici, c'est celle au cinéma entre Julie Andrews et Black Edwards, non? Absolument. Ils se sont rencontrés quand ils tournaient un film qui s'appelait Darling Lily. Et Black Edwards, qui avait fait Breakfast at Tiffany, qui était très célèbre, et Les Panthères Roses aussi, avait engagé une jeune actrice qui était Julie Andrews. Et en la filmant ici à Annette, ils sont tombés amoureux. Vous voyez, une autre histoire d'amour. Et ils ont été très heureux parce que je crois qu'ils sont mariés depuis 35 ans ou 40 ans et qu'ils ont gardé un souvenir ému de cette histoire à Annette qui les a fait rencontrer l'un et l'autre. Récemment d'ailleurs, le couple hollywoodien est revenu sur le lieu de ses premières amours. Jean et Sandy les ont accueillis comme s'ils étaient chez eux. Annette est entretenue par Madame la Châtelaine, elle-même d'origine américaine, qui occupe ses week-ends à restaurer la déco et les jardins. Quand je me suis mariée avec Jean, je ne savais pas qu'il allait avoir le château d'Annette. Je l'ai épousé parce que je le trouvais très séduisant et sympathique. Et un beau jour, j'ai appris qu'on allait voir le château. À l'époque, je n'aimais pas du tout les châteaux, ça ne m'intéressait pas, j'étais jeune. Et je crois qu'on aime ce genre de choses quand on vieillit, à partir de 40 ans. On aime les objets, la restauration. J'aurais pu tomber sur une femme qui ait détesté ce genre de choses, qui aurait rêvé d'être dans un loft à Montmartre avec un canapé et une lampe et un tatami pour dormir. Bon, je suis passé à côté et au contraire, je suis tombé sur quelqu'un qui aimait ça. Quand j'étais petite, ma mère a eu plusieurs maisons dans sa vie. Mes parents ont eu plusieurs maisons dans leur vie. Ils adoraient la décoration. Et j'ai habité New York, ensuite j'ai habité la Floride, ensuite j'ai habité l'Argentine, ensuite Paris. Donc, si vous voulez, j'ai été élevée dans des maisons qui ont été décorées plusieurs fois avec des objets différents. Et ma mère aimait beaucoup ça, et moi aussi. C'est une chose de famille. Alors ici, on rentre chez nous, dans notre chambre. Cette chambre est pleine de souvenirs de notre famille, de l'époque du siècle dernier. C'est une chambre très agréable à habiter parce que nous avons d'une part la vue sur le canal et d'autre part la vue sur la chapelle. Alors comment est-ce qu'on arrive à vivre dans un monument historique? Il faut savoir s'organiser pour ne pas croiser les visiteurs en allant prendre son petit déjeuner? Oui, c'est vrai, il y a quelques inconvénients, mais ça, il faut vivre avec. Les visites, c'est l'après-midi. Le matin, on est chez nous complètement, donc on peut se promener en robe de chambre dans tous les salons si on a envie de le faire. Et puis, on a des portes qu'on ferme et au-delà de ces portes, eh bien, c'est notre partie, nos salons ou nos chambres et c'est là où nous habitons. C'est toujours un peu étrange de se promener dans les pièces dans lesquelles des gens de l'histoire de France se sont promenés. Il n'y a pas de fantôme, il y a juste l'empreinte de Diane de Poitiers qui est là. Ça me fait quelque chose. On côtoie l'histoire. Tout dans ce château est marqué du sceau de Diane. Murs, meubles et femmes, comme l'héritière Iturbe, la nouvelle Diane du château d'Annette. Baptisée en ces lieux, elle reçoit ce prénom de déesse chasseresse en hommage à la royale maîtresse. Alors Diane, quelle impression on a quand on porte le prénom de Diane de Poitiers? Diane de Poitiers était une femme remarquable et qui a laissé une image d'elle très importante dans l'histoire de France. Et puis c'est un joli prénom, donc quelque part je suis très fière de porter ce prénom. Progressivement, j'espère beaucoup dans les années à venir que
je passerai le bâton et qu'elle continuera ce que nous avons fait, ce que mes parents ont fait, mes arrière-grands-parents et ainsi de suite, les différentes générations. Je vois pas ça comme une lourde responsabilité parce que d'abord mes parents ont énormément entretenu cette maison. Ils mettent beaucoup de temps et d'amour, donc ils me laissent une charge assez facile finalement. C'est un privilège énorme d'y vivre, surtout que c'est une maison à taille humaine, qui a une âme féminine. C'est un patrimoine très enrichissant. Autrefois temple de l'amour, le château d'Annette comportait de nombreuses chambres. L'une d'entre elles sert de salle à manger. La famille y déjeune chaque week-end. À l'époque, il n'y avait pas de salle à manger. Donc on déjeunait à l'endroit où Diane de Poitiers décidait de déjeuner. Donc on mettait des tréteaux, on mettait une table, on mettait un damas et on amenait la nourriture et puis c'était tout. La salle à manger n'est qu'une invention du 19e siècle. Alors c'est vrai que les verres, c'est ce qu'on a dans les mains, c'est la poitrine de Diane de Poitiers. Le grand verre a été moulé sur la poitrine de Diane de Poitiers. Il en restait 7 ou 8 et maintenant on vient de refaire toute une série suivant cette même forme. Et c'est toujours le cas chez vous, non? Non, non, Dieu merci, non. Annette, c'est un peu comme une femme, vous voyez. Il faut s'en occuper à tout moment. Elle fait partie de votre vie. Elle est très exigeante. Elle est très exigeante. Elle demande beaucoup, mais en même temps, on l'adore. C'est pas parce qu'on vit dans un château ou qu'on fait partie d'une grande famille qu'on a des valeurs différentes. Je pense qu'on voit les choses de la même façon et après, on essaye de faire en sorte d'inculquer ce qu'on pense être juste à ses enfants, même si on fait sûrement beaucoup d'erreurs. L'avenir le dira. Restez avec nous. Saga vous emmène tout de suite à la rencontre des frères Perron, rois de la voile et unis sur terre comme sur mer. Le comte de Paris, son fils, ses frères et ses sœurs dans la maison du bonheur. Mais aussi le sulfureux Gado de la Gherardesca qui nous ouvre les portes de son donjon italien que fréquente assidûment sa douce amie Sarah Ferguson. Les Nicolai et leur incroyable château à la française entre Faste, Auclair et Clairières. Et beaucoup d'autres encore. A tout de suite après la pub. Aujourd'hui, ils sont 3 frères Perron à conquérir les mers comme naguère leur père. Mais chacun à sa manière. Bruno, détenteur du fameux trophée Jules Verne, est l'organisateur de The Race, la plus prestigieuse des courses au large en équipage. Loïc écume les transats. Quant à Stéphane, il sillonne les plus lointains rivages. Ils sont tous au sommet de la vague. Les caméras de Saga ont mis les voiles pour mieux lever le voile. Les Perron, c'est le clan des Siciliens sous un climat breton. 3 frères, 2 sœurs et une mère, et bien sûr la mère. Sans oublier le souvenir d'un père marin qui serait fier de ses enfants. Les garçons, en solitaire, en équipage ou en planche à voile, voguent de défi en trophée. Ce palmarès maritime inégalé a offert à leur nom une notoriété planétaire. Mais chez les Perron, comme chez tout bon breton, on s'arrime surtout à l'esprit de famille. Et cela a commencé dans le petit port de pêche du Pouliguen. J'ai vécu toute mon enfance ici, enfin dans cet immeuble-là. Ici, mon papa et ma maman habitaient là. Derrière, c'était Stéphane, qui était un peu gardé par eux. Et puis l'appartement qui était juste au-dessus, le 5e, on appelait ça, 5e étage. Ben moi, juste devant cette fenêtre-là, j'y ai vécu pendant, 15 ans, 20 ans. On a eu, à mon avis, je pense, une enfance relativement heureuse quand même. Extrêmement privilégiée. Et puis, quand on a la plage pour terrain de jeu, c'est quand même pas mal, non? Une plage pour terrain de jeu. Et plus tard, le vaste océan des mers. Les Perron grandissent ici, près de la Baule. Pendant que leur père, capitaine d'un pétrolier, sillonne les océans, les enfants restent taqués et attendent. Ce n'est que l'été que tout le monde se retrouve pour mieux aller caboter dans une coque de noix. Elle sonne l'appel du large. Stéphane, le Benjamin qui vit à Marseille, se souvient d'un apprentissage accéléré.
Il y a eu un sens de la responsabilité qui nous a été donné très très tôt à travers des choses qui auraient pu tourner très vite au désastre parce que Bruno 15 ans, Loïc qui a 11 ans et moi 10 ans, notre père nous laissait un bateau de 10 mètres pour naviguer au large de l'Angleterre ou au large de la Bretagne. À 14 piges, prendre un bateau d'adulte avec une bande de potes, sortir en solitaire, s'entraîner et rentrer, il est évident que l'autorité se demande pourquoi j'ai le droit de faire ça. Et le commandant Perron arrive en disant pas de problème. Je laisse mes enfants faire ce qu'ils veulent parce que j'ai une totale confiance au moins dans ce qu'ils savent faire en bateau. Ailleurs, ils ont eu assez d'emmerdements avec nous. C'est vrai qu'on a fait pas mal de bêtises, mais pas en bateau. Seul en mer, mais sous la houlette du grand frère Bruno, qui veille au grain et dirige la manœuvre comme un vrai père. On a été gâtés par une éducation assez sévère, je pèse mes mots. Strict, mais sans excès. C'est-à-dire que les parents ont volontairement, probablement, laissé aux petits une espèce d'indépendance et une prise de risque contrôlée, qui fait qu'on a toujours été en face de nos responsabilités. Très tôt naît entre les trois frérots cette émulation que l'on retrouve ensuite dans les courses au large. Mais à passer plus de temps sur l'eau qu'à l'école, on navigue en queue de peloton. À la maison, le temps se gâte. Le premier soir de l'arrivée de mon père, il n'y avait pas de distribution de baffes ni de mandales, rien du tout. Et donc pas d'ouverture de carnet de notes. C'était d'abord le déballage éventuel des cadeaux qui nous ramenaient du Golfe Persique ou d'Afrique du Sud. Et on savait pertinemment que ça n'était qu'un petit délai pour le lendemain soir. C'est le lendemain soir où là, il y avait à la queue leu les deux sœurs, les trois frangins, avec le carnet de notes tremblotant, qui présentaient les doléances à la commandante. Et là, en général, ça chiait pas mal parce que... Et ce qui était assez drôle, c'est de voir l'action des trois frères assez différentes, en fait. Bruno, avec son regard d'aîné, avait, pas moins souffert que nous, mais enfin, souvent avait d'autres responsabilités qui faisaient que papa comprenait parfaitement bien qu'il y avait parfois des difficultés. Moi, je me démerdais tout le temps pour ou faire rire ou un peu enturluper un peu tout le monde. Et Stéphane était un peu le souffre-douleur, quand même, malgré tout. J'ai quand même certainement pris plus de mandales que mes frères. J'étais pas forcément un souffre-douleur, mais ça explique aussi le fait que dans cette adversité, dès l'âge de 18 ans, j'ai décidé de plus revoir mon père pendant 7 ans, jusqu'à sa mort en fait. Ça, c'est pas forcément drôle, mais du coup, ça m'a forgé un caractère où quand je vous dis que je regarde devant et que j'aime pas trop regarder derrière moi, il y aura des obstacles encore dans ma vie. Mais je pense pouvoir les surmonter parce qu'effectivement, peut-être que j'ai été un peu plus malmené que mes deux frères, mais je vais pas m'en plaindre et ça m'a pas traumatisé, hein, tout va bien. Je pense que ça m'a plutôt endurci. Leur vocation de marin semble patente et pourtant Papa Perron imaginait un tout autre avenir pour ces rejetons. Je préférais nettement avoir un toubib, un avocat et un prêtre éventuellement, hein, comme dans les grandes familles des villages bretons. Mais bon, voilà, il s'avère qu'il y a eu 3 renégats. Aucun des 5 enfants n'a eu son bac. Enfin bon, que des ratés. Je comprends pourquoi ils ont été un peu tendus. Notre père nous a jetés dès l'âge de 17 ou 18 ans, parce qu'effectivement, on ne correspondait pas forcément aux standards qu'il s'était imaginé pour notre avenir. Et j'ai fait la même chose que mes frères. J'ai pas fait un bras d'honneur, mais j'ai dit je vais vivre ma voie, vivre ma vie en dehors des schémas classiques et je vais m'inventer mon histoire. C'est donc contre vents et marées que Bruno, Loïc et Stéphane larguent les amarres. Ils n'ont pas le choix, ils doivent prouver qu'ils ont choisi la bonne voie. Les 3 hommes prennent la mer, aucun d'eux ne prendra l'eau. J'aurais tendance à dire que Loïc, c'est le talent à l'état pur. Si on avait à le comparer à un pilote de F1, ce serait quand même plutôt Senna que Prost. Au contrario, Bruno, ce serait plutôt Prost que Senna, c'est plutôt le professeur. La rigueur, qui laisse rien au hasard, mais qui développe forcément moins son instinct que Loïc. Quand Loïc et Bruno se battent et régatent, ce sont les frères ennemis des mers. En 1987, chacun d'eux tente de battre le record de la traversée de l'Atlantique. Bruno l'emporte, mais 2 mois plus tard, Loïc se rattrape en gagnant la Baule Dakar devant son dauphin de frangin. Les retours ont un côté magique. C'est des sentiments tout simples, hein, de bonheur humain. C'est très très court, c'est très éphémère. Je me souviens du retour de Jules Verne où je préparais l'arrivée pratiquement 15 jours ou 3 semaines avant la ligne d'arrivée. Toute cette espèce d'approche des médias, de la Terre, du monde, c'est quelque chose qui peut très facilement vous enlever l'essentiel. Donc ce qui est bien, je pense, c'est d'en être très conscient et de se préparer à le vivre intensément. Sinon, vous gâchez la moitié de la vie, quoi. Parce qu'il faut quand même savoir que ce qu'on fait, c'est 80% d'emmerdement pour 20% de plaisir. Stéphane, lui, dérive vers la planche à voile. Lui, à qui l'on promettait des galères, réussit la traversée de l'Atlantique. Inédit avant lui, cet exploit lui vaut de la part de ses 2 frères le doux sobriquet de gros bras.
Allez savoir pourquoi. J'ai jamais eu la sensation de vraiment courir derrière eux. J'avais une chance encore plus grande qu'eux. Eux ramaient pour essayer de trouver 3 francs 6 sous pour essayer de se payer leur premier petit bateau pour faire leur première course, alors que moi j'étais une sorte de beach bum qui parcourait déjà la planète en long, en large et en travers, d'Hawaï en passant par le Japon ou le Brésil, à faire mes championnats de planche. Donc j'avais une vie de rêve dès l'adolescence. Surfant sur la vague de la notoriété et curieux de nouveaux horizons, Stéphane décide d'arrêter. Réalisant qu'il ressemble plus à Cousteau qu'à Tabarly, il se lance dans le documentaire. Aujourd'hui, il aime à penser que les Perrons se sont partagés la planète. On va dire que mes deux frères ont pris les 2 tiers, les océans couvrent les 2 tiers de la planète, et puis que moi je me suis gardé en fait le reste, c'est-à-dire la jungle, les déserts, l'Himalaya, le pôle Nord, l'Antarctique. Mais on a quand même passé un pacte, sans s'en parler, c'est de se dire qu'on a le droit de s'inviter mutuellement dans nos espaces de liberté. Je sais qu'ils rêvent de venir de temps en temps ou au Groenland avec moi, ou en Himalaya, ou dans la jungle. Pour l'instant, je les attends toujours. Peut-être qu'ils sont assez occupés. Occupé, le mot est faible, surtout quand on met en place The Race, le tour du monde à la voile sans escale, qui réunit les plus vastes Formule 1 des mers jamais construites. Une course organisée par Bruno, disputée par Loïc et filmée par Stéphane. Un succès mondial mais familial que les Perrons fêtent avec maman. Je suis le bon roi. Je réalise davantage maintenant vraiment tous les dangers. J'ai quand même c'est une grâce sur le coup de dire de toute façon il n'arrivera à rien. Je fais confiance et je ne suis pas complètement stressée. Apparemment, peut-être que dans l'intérieur, ça doit quand même un peu remettre tout ça. Je suis contente de les voir évoluer comme ils le font et que chacun progresse dans un domaine un peu différent. Mais enfin, ils sont quand même très proches les uns des autres. Et ça me fait très plaisir, bien sûr. Bruno a imité son jeune frère. Marseille est devenu son nouveau port d'attache. Il paraît que son catamaran géant se sent comme un poisson dans l'eau au milieu du vieux port. Il est la fierté de la cité phocéenne. Ça a l'air de vous intéresser, les grands bateaux, là, hein? Petite visite? Ce multicoque est l'un des plus grands catamarans du monde. Son mât est haut de 42 mètres et sa surface est celle d'un terrain de tennis. Ce géant des mers navigue 4 fois plus vite qu'un bateau ordinaire. Imaginez une Formule 1 roulant à 800 km/h. Et les équipiers, les numéros 1, c'est-à-dire ceux qui s'occupent du gréement, peuvent rentrer dans le mât et aller inspecter l'intérieur et l'extérieur. Donc il y a la place pour un petit bonhomme là-dedans. Il faut savoir que la grand voile sur un engin comme ça fait plus de 400 mètres carrés. Il y a pratiquement 800 mètres carrés de voile au portant quand le vent souffle un petit peu de l'arrière. Et ces gigantesques coques ne servent pas qu'à naviguer. L'équipage y vit dans des appartements dignes d'un palace flottant. Et là, on n'a jamais vu autant de place dans un multicoque parce qu'en fait, ils sont grands, on l'a dit. Alors, il faut bien que ça ait quelques avantages. Déjà, ça va vite et en plus, il y a de la place. Donc, voilà tout l'équipage d'innovation avec le petit frère là, chef, co-chef Skip Novak et Elena, la seule femme de la course. Ils mangeaient là. Apparemment, ils ont bien mangé parce qu'ils n'ont pas perdu beaucoup de kilos. 10 kilos? Ouais. Ça, c'est beau, ça. Travail de numéro 1, Julien Fresson. Beau. On a vraiment ce sentiment de privilège extraordinaire. Ouais, vraiment, je pense qu'il faut être conscient de la chance dans la vie. Et si on n'avait pas aujourd'hui, je dirais, le sentiment de devoir en profiter, ça serait absolument malhonnête et je pense qu'il faut vraiment en être conscient. Loïc, lui, n'a pas voulu s'exiler. Il vit en Bretagne comme sa mère et l'une de ses sœurs, Cathy. Les Perrons, loin de vivre les uns sur les autres, ont du mal à vivre l'un sans l'autre. Bah, c'est de se voir de temps en temps comme ça pour se faire une petite mousse. Pas trop souvent. Pour se faire une petite mousse à mon bar, là, dans mon magasin. Et voilà, on se croise comme de temps en temps. Mais c'est vrai que t'es parti quand même assez souvent, toi. T'es quand même sur... c'est pas si facile. On a des métiers d'absence, donc on se voit pas très souvent. En fait, c'est plutôt à chacun sa pendule et son truc. À chacun son truc, une manière de résumer cet esprit de famille cher aux Perrons, tous élevés dans le culte de la liberté. Celle de naviguer en solitaire aux 4 vents, comme celle de se retrouver ici ou ailleurs. Tous le savent depuis longtemps, le monde n'est pas assez grand pour les Perrons. Au château du Lude, les Nicolaïs sont logés à Belle-Enseigne. Ils habitent le berceau des ducs d'Anjou. Longtemps célèbre pour ses fastueux sons et lumières, ce château est un joyau qui reflète dans le miroir des eaux du Loir ses murs médiévaux parés d'atours baroques. Je vous invite en bonne compagnie à faire le tour du propriétaire.
Voici les lustres un peu rustres du Lude, une propriété privée fort prisée qui appartient à la même maison depuis 2 siècles. Cette ex-forteresse, transfigurée en château Renaissance, abrite des gens de haute naissance. Le comte Louis-Jean de Nicolaï descend en droite ligne de la famille impériale du Brésil. Un nom dont le renom est parfois lourd à porter pour Marie-Adélaïde, la fille aînée. On sent le regard des autres, quoi. Quand on porte un nom comme ça et tout, on sent que dès qu'on se présente, il y a un certain regard et il y a une vision différente, quoi. Mais c'est plus quelque chose qu'on subit que quelque chose qu'on revendique et qu'à la limite on apprécie. Ça, c'est le regard extérieur, c'est la première rencontre et tout. Après, ça va mieux et les gens apprennent à nous connaître et tout. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est quelque chose qui nous met un peu à l'écart, quoi. Alors, est-ce qu'il y a le poids de l'histoire et de la tradition qui est plus forte dans votre famille que pour d'autres familles? Je ne sais pas s'il y a le poids de l'histoire et de la tradition. Il y a certainement le poids du lieu qui fait que c'est immuable et que la vie peut passer, les murs sont épais, le château est là, et nous sommes, un espèce de passage avec nos propres personnalités, mais dans des pierres et dans des lieux qui ont traversé l'histoire. Et ici, nous sommes dans la salle à manger, dans la partie Renaissance du château, avec cette grande pièce qui est ornée de belles tapisseries des Flandres. Alors, la famille Nicolaï est une famille qui était bien implantée localement, mais par le mariage de votre père, une authentique princesse impériale du Brésil arrive dans la Sarthe. Alors évidemment, ça a dû tout changer dans la vie du Lude. Je ne sais pas si ça a changé tout dans la vie du Lude, parce que pour ceux qui ont connu ma mère, c'était une personne d'une extrême simplicité, d'un grand sens de l'accueil, de la générosité, et ce qui fait qu'elle a apporté la douceur féminine et puis aussi la distinction des personnes certainement de sang royal pour donner une image de marque encore plus grande à cette maison. C'est elle qui a créé le son et lumière, le fameux le spectacle Son et lumière, avec l'aide toujours des habitants du Lude. Et au fond, si le château du Lude est connu aujourd'hui, c'est certainement grâce à elle et grâce à toute l'énergie et toute la passion qu'elle y a consacrée. Tour à tour édifié, déifié, détruit et reconstruit, le Lude fut sans cesse embelli. En 1957, à l'initiative de la visionnaire comtesse Renée, maman de Louis-Jean, la cour du Lude est le théâtre d'une révolution avec la création du premier son et lumière à la française. La première dont on peut parler, c'est la duchesse du Lude, qui était l'épouse de Henri de Daillon. Donc ça, c'est à l'époque de Louis XIII. Son mari était très dépensier et mort criblé de dettes. Et au fond, c'est elle qui a tenu le Lude. Et puis, un peu plus tard, on se retrouve avec la marquise de la Vieux-Ville, au XVIIIe siècle. Et elle a construit la façade classique, la façade Louis XVI. Et puis, elle reste habitée ici pendant la Révolution, alors que son mari vivait en Bretagne. Et donc, elle va défendre le château contre les incursions des révolutionnaires. Et il est certain que le fait qu'elle soit restée habitée ici ait sauvé le château. Alors ici, nous sommes dans le premier des 3 salons de la belle façade 18e du Lude. Le salon des tableaux des dames. Mais il y a également des portraits de membres de la famille royale brésilienne ici. Alors ici, il y a l'empereur Pedro Ier et son épouse, qui sont donc les arrière-grands-parents de ma mère. Et ils viennent honorer leur présence, si je puis dire, les membres illustres de la famille du Lude. Et vous-même, est-ce que vous avez été éduqué de telle manière de poursuivre la tradition de ceux qui, avant vous, avaient préservé et sauvé le château du Lude? Nous, c'est quand même l'objectif d'une vie, c'est de se dire que ce château est un tout, l'extérieur comme l'intérieur, et que chacun doit faire un effort pour qu'il reste au maximum dans son ensemble. Dans cette vaste demeure, chacun a son domaine de prédilection. Le jardin secret que Barbara cultive volontiers, c'est le potager, mis sur pied voici 2 siècles, par la marquise de Talouette, une femme qui aurait tout planté pour son château. Qu'est-ce qu'il y a sous ces pots, là? Ah, ce sont des choux. Que vous trouvez sous les pots, là. Oui, ce sont des choux, mais pas n'importe lesquels, ce sont des choux marins. C'est délicieux. Je pensais que vous les cachiez pour pas qu'on vous les vole. Ah oui, mais ça aussi, sachant que vous veniez. Et alors, sous le pot, il est blanc, tendre et croquant.
Et on vit de nos légumes, de nos fruits, la viande également, jusqu'à un certain point. Alors les enfants vous le diront mieux que moi, mais c'est vrai qu'à la fin de l'hiver, on mange essentiellement des carottes, des poireaux, du chou et encore du chou. À la longue, c'est un peu usant, mais vous ne pouvez pas vous imaginer la joie quand on arrive aux premiers petits pois, aux fèves de marais, aux haricots verts tout frais, tout neufs. On sent beaucoup plus les saisons quand on a un jardin. C'est vraiment l'endroit où j'aime être. Dès qu'il y a un peu trop de soucis ou quoi, hop, on se précipite au jardin, on va travailler, on ne pense plus à rien, on est là dans ses fleurs, dans ses plantes. Je retrouve un équilibre. On peut être châtelain sans forcément mener la vie de château. Travailler est devenu une nécessité à l'heure où règne l'économie de marché. En s'investissant dans la politique, Louis-Jean de Nicolaï a trouvé un nouveau terrain d'élection. Moi, ce matin, Monsieur le maire, comment ça va? Monsieur Louis-Jean. Ça va-t-il, Bernard? En gros, l'essentiel, c'est un lien permanent avec les élus pour que je puisse les aider à faire avancer les dossiers auprès des instances départementales ou régionales. Mais alors, avant, le château du Lude était connu pour son son et lumière. Aujourd'hui, on connaît le château du Lude pour ses jardins et pour les activités qui en découlent. Oui, mais c'est ça, je trouve, l'intérêt d'une maison, c'est qu'elle vit avec la génération qui l'habite et qui lui imprime une certaine marque. Et je pense que la marque que nous laisserons, c'est le week-end des jardiniers que nous organisons toujours le premier week-end de juin, en fait, avec des animations, des ateliers de jardinage, etc. Enfin, c'est devenu un peu un rendez-vous dans cette région autour du jardinage. Comme nombre de femmes avant elle, la comtesse de Nicolaï a donc voulu apporter sa pierre à l'édifice. Chaque année, lors du traditionnel et printanier week-end des jardiniers, la fine fleur des célébrités et des têtes couronnées vient y butiner. Alors, en feuilletant l'album, quels sont les souvenirs qui se rattachent justement à la visite de la reine-mère au Lude? Moi, je me souviens de tout d'un coup, quelqu'un venant me chercher en me disant « Venez absolument dans la cuisine parce qu'il y a une bagarre inouïe entre le butler de la reine-mère et votre maître d'hôtel pour savoir qui des deux doit apporter le petit déjeuner dans la chambre de la reine-mère. » Et je suis arrivé, j'ai trouvé les deux tenant chacun un bout du plateau en disant « Non, c'est moi qui irai parce que nous sommes en France. » Et l'autre disait « Non, c'est moi qui irai parce que c'est ma reine. » Alors, finalement, j'ai tranché en disant « Écoutez, la politesse veut que ce soit le butler de la reine-mère qui lui apporte son petit déjeuner et que par conséquent, c'est les Anglais, si je puis dire, qui ont gagné. » Pour les enfants, est-ce qu'on a envie de faire moins de bêtises quand on est dans un lieu comme ça aussi prestigieux, aussi chargé d'histoire? Je dirais qu'à la limite, on a peut-être envie d'en faire plus parce qu'on a plus d'espace pour faire plus de bêtises. Et je crois que quand on est petit, on a dû en faire baver. Je me souviens que les garçons ont fait un jeu de piste et ils ont tracé des flèches au feutre sur les murs du château. C'était pas mal. Mais... D'accord. Vous avez le sentiment d'avoir eu des enseignements particuliers, une éducation particulière? Oui. Enfin, non, pas vraiment particulière. Je crois qu'on a une éducation comme toutes les familles de France. On n'a pas eu une éducation assis à part la messe tous les dimanches, mais bon, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont obligés, mais... Ce que nous avons donné, c'est la façon d'être, ce qu'on appelle bien dans leur peau, heureux de vivre en famille, et puis être totalement libre de ce qu'elles veulent faire ou de ce qu'ils veulent faire plus tard. Est-ce que vous vous sentez propriétaire du Lude ou simplement dépositaire? On est juridiquement propriétaire, mais moralement dépositaire, en fait. Je crois que c'est une maison qui nous appartient, mais c'est une maison pour laquelle nous sommes censés vivre et que nous sommes censés la faire vivre. Je crois que c'est le grand enjeu des familles qui vivent dans ces maisons-là, c'est qu'au fond, c'est plus elles plutôt qui appartiennent à la maison que la maison qui leur appartient. Notre souci aujourd'hui, c'est d'essayer de transmettre un patrimoine qui puisse être viable pour que, je dirais, la somme de satisfaction pour nos enfants soit supérieure aux charges. Parce que si la balance inverse, c'est fini.
Selon la logique de l'antique loi salique, jugée parfois sadique, c'est à l'aîné des garçons qu'échoit l'avenir du lude. Nous avons la chance d'avoir 4 enfants, peut-être qu'un des 4 aura plus la fibre et la vocation de s'en occuper. Mais dans la logique des choses, c'est quand même l'aîné des garçons qui le reprendra. C'est pas trop stressant de s'imaginer qu'un jour, il faudra gérer une telle maison? Non. Non, ça va aller. Ça va aller. Et alors, comment on s'y prépare? Je sais pas, pour l'instant, on essaye d'imiter le père. Bragança Pereira, un nom de roi au Portugal, mais surtout en Inde, à Goa. Là-bas, on peut en effet parler de royal aura à l'évocation de ce nom dont les nobles origines remontent au caravelle de Vasco de Gama. Aussi industrieux que judicieux, les Bragança se sont enrichis siècle après siècle dans le commerce du riz. Mais la fortune sourit aussi aux générations d'aujourd'hui. Saga vous ouvre ce soir les portes de cet univers secret, raffiné et haut en couleur. 1498, les caravelles de Vasco de Gama découvrent un nouveau monde, les Indes. Depuis ce temps-là, on vit à Goa comme dans un petit Portugal à l'oriental. Cette vaste demeure de champ d'or abrite du beau monde à ses 56 balcons. C'est ici que vit la 13e génération des Bragança Pereira, ex-roi de Goa. Un nom de renom à consonance lusitanienne, donné voici 4 siècles par le roi du Portugal à ses ancêtres. Bonjour à tous, je m'appelle Charmela Bragança Pereira. Nous sommes l'une des plus vieilles familles de Goa et vous êtes tous ici les bienvenus. Nous sommes à ce jour 7 à vivre dans cette maison, dont mon oncle, qui est l'aîné de la famille du haut de ses 83 ans, et aussi mes 4 frères. Nous vivons tous ici ensemble. Notre famille forme une vraie bande, une tribu. On se rassemble et on partage nos rires et nos joies. On se rend souvent à des pique-niques, si on en a envie, ou à des soirées dansantes, ensemble. On a besoin les uns des autres en permanence. Et si l'un d'entre nous veut entreprendre quelque chose, alors nous faisons appel à tous les membres de la famille. Nous ressentons le besoin de nous voir. On se remémore de bons souvenirs et l'on repense à la façon dont mon père, mon grand-père, nos ancêtres devaient vivre. Être ensemble est ce qu'il y a de plus important. Cette demeure a été construite selon l'architecture indienne pour qu'une famille aussi nombreuse que la nôtre puisse être réunie sous le même toit. Je suis en quelque sorte un des petits-fils de cette maison. Il y a aussi Charmela, qui a toujours été soucieuse quant aux travaux de réparation et de rénovation de la maison, ce qui n'est pas très facile aujourd'hui. Je représente la 13e génération Bragança Pereira à vivre encore dans cette maison. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père régissait le commerce du riz avec l'Espagne. Il est à l'origine de la plupart des travaux dans cette maison. Il a fait agrandir la salle de bal, les chambres et le corridor jusqu'à la chapelle. La chapelle est l'endroit que j'aime le plus, car il s'en dégage une atmosphère de tranquillité et de sérénité qui diffère assez avec les autres pièces de la maison. Avant, ici, il y avait un prêtre et il donnait une messe tous les jours, alors que les membres du gouvernement portugais venaient ici prier. Mais maintenant, c'est seulement une fois de temps en temps. Nous allons à la messe tous les dimanches et nous venons chaque jour y prier. Ceci est ma chambre. Et ça, vous savez ce que c'est? C'est ce qu'on appelle une chaise percée transformée en meuble. Avant, il n'y avait pas de toilette et les gens devaient alors utiliser cette chaise. Il n'y avait pas d'autre moyen. Et quand on le referme, cela devient un meuble. On se trouve dans la partie la plus ancienne de la maison. Elle a 500 ans.
Et tous les meubles ont été fabriqués ici à Goa, certains en bois de teck ou en bois de rose. Nous sommes à présent dans l'autre partie de la maison qui appartient à ma cousine, Madame Aïda Manassis Bragança. Dis-nous ce que représente pour toi la famille. Tout. Pour moi, la famille représente ce qu'il y a de plus important. Et je vis pour elle. En 1962, nous avons beaucoup souffert, car nous avons tout perdu. Et il a été très difficile de maintenir cet endroit en état, car il se délabrait. Lorsque je n'ai rien à faire, je repense à cette époque. J'aime me rappeler le temps où on était riche et où on profitait de la vie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Les Bragança aiment à cultiver le souvenir des splendeurs et richesses transmises par leurs ancêtres, à qui la fortune a souri grâce au commerce du riz. Nous sommes propriétaires de nombreuses terres dans ce village, mais aussi dans ceux des environs. Les Portugais ont débarqué ici, à Goa, il y a longtemps. Ils se sont rapprochés de notre famille grâce à une longue association avec le roi du Portugal. Les Portugais ont dit qu'ils allaient nous donner un nom royal, le nom de leur roi, Bragança. Et nous en avons donc hérité. Naguère roi de Goa, les Bragança Pereira sont encore aujourd'hui très influents. Ils occupent des postes clés dans la finance, dans les médias, mais aussi dans l'éducation. Ma mère était institutrice. Elle enseignait aux enfants de l'école élémentaire, appelée école élémentaire du gouvernement, la plus vieille école construite par les Portugais. Elle se trouve juste en face de la maison. Goa garde sa joie de vivre portugaise et la charmante Charmilla et ses frères perpétuent le plus souvent possible sur la plage cet art de vivre festif. Depuis ma plus tendre enfance et jusqu'à aujourd'hui, cette maison est au centre de toute ma vie. Un jour, en faisant le ménage, j'ai mis la main sur d'anciennes lettres. Je ne les comprends pas toutes, car elles sont en portugais, en français et même en latin. Ici, tout est assez vieux, mais a de la valeur. Rien n'est neuf, sauf peut-être les cadeaux que les gens qui ont visité la maison nous ont envoyés. Nous n'avons jamais pensé à vendre quelque objet que ce soit de cette maison, car quand les gens viennent ici, nous voulons conserver ce que nos ancêtres ont apporté et respecter la peine qu'ils se sont donnée pour le faire. Nous ne voulons rien vendre qui puisse ôter l'âme de cette maison. J'adore m'imaginer l'émerveillement des gens qui voient cette maison. Quand ils viennent ici et qu'ils nous disent qu'ils l'adorent, cela nous fait chaud au cœur, car nous nous donnons beaucoup de mal pour que cette maison reste dans l'état d'origine. Un défi que la famille Bragança Pereira relève au quotidien. Au revoir, Saga. J'espère vous revoir bientôt à Goa et que vous avez apprécié cette belle histoire. Adios. Bye bye. Ils prétendent depuis un siècle au trône de France. Saga vous présente ce soir la famille d'Orléans au grand complet. D'abord Jean, petit-fils du comte de Paris, disparu voici 2 ans à 90 printemps. Sa grand-mère fête son 90e anniversaire ce mois d'août. Une nouvelle occasion pour les Orléans de ressouder des liens familiaux quelque peu tendus depuis l'annonce du mariage rompu par le fils de l'héritier du trône. La saga continue. Au cœur de la douce France, sur les rives de la Loire, se dresse le château royal d'Amboise, où vécurent les rois de France à la Renaissance et qui échut par héritage à la famille d'Orléans. C'est là que nous avons retrouvé le descendant direct du roi des Français, Louis-Philippe Ier, Jean, duc de Vendôme. Ce château est vraiment le château familial et
Pour moi, c'est vraiment le signe visible, matériel de notre présence dans ce pays. Mon grand-père, dans les années 70, a créé une fondation, la Fondation Saint-Louis, qui regroupe aujourd'hui donc le château d'Amboise, la propriété de Dreux, et deux tours à Bourbon-l'Archambault. Je pense que dans son esprit, il y avait plusieurs raisons à cela. C'était la possibilité peut-être de faire participer le public à cette œuvre-là. Et puis quand il y a certains événements familiaux, voilà, la Fondation met à disposition cet environnement qui est quand même, somme toute, agréable. Il a fallu maints rebondissements familiaux et dynastiques pour propulser les Orléans sur le devant de la scène, puisqu'avant la mort du dernier Bourbon français en 1883, ils appartenaient à la branche cadette de la famille royale, issue du frère cadet de Louis XIV, Philippe, duc d'Orléans. La lignée se poursuit par une succession de princes mécènes comme le régent, Philippe Égalité, qui vota la mort de son cousin Louis XVI, son fils, qui devint roi des Français en 1830, sous le nom de Louis-Philippe Ier, et les descendants nés de son mariage avec la reine Marie-Amélie. Leur fils aîné, Ferdinand, duc d'Orléans, marié à Hélène de Mecklembourg, est l'ancêtre de Jean, duc de Guise, père du comte de Paris disparu en 1999 et grand-père d'Henri, actuel comte de Paris. La famille d'Orléans continue de vouloir incarner une monarchie constitutionnelle et libérale. Les Orléans ont été une famille qui a essayé d'être à la pointe de la modernité. Vous savez, quand on dit famille de France, c'est pas pour rien. Je pense qu'on vit au rythme de la France. On a toujours vécu au rythme de la France. On s'implique dans des projets. Toujours, ils ont gardé un goût très profond pour les arts. Ils étaient très amis avec Victor Hugo. Et nous continuons, nous, à poursuivre dans cette veine artistique. On rencontre les gens, on s'implique dans le monde du travail. Je ne crois pas que l'on puisse réellement comprendre le fond des choses à travers seulement des statistiques et des rapports. Il faut aller voir sur place les hommes au travail. Mais le personnage central de la famille d'Orléans reste le prince Henri, comte de Paris, né au Nouvion en Thiérache le 5 juillet 1908 et décédé près de Dreux le 19 juin 1999. Toute sa vie, il a œuvré pour dépoussiérer l'image de la monarchie française et la sortir du carcan réactionnaire où elle avait été enfermée. Je pense qu'il a rendu la famille de France présente. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il a été une personnalité marquante. C'est en la cathédrale de Palerme, le 8 avril 1931, que le comte de Paris épouse sa cousine, la princesse Isabelle d'Orléans et Bragance. Ce mariage est l'aboutissement d'une idylle née lorsqu'elle n'avait que 12 ans et lui 15. Elle décida alors qu'il serait son mari pour la vie. Quand j'étais en pension à Notre-Dame-de-Sion à Paris, j'avais déjà 16 et 17 ans. Et au pensionnat, beaucoup d'élèves étaient royalistes, elles avaient toutes des photos de comte de Paris en levant le pupitre. Il y avait sa photo. Moi, je n'osais pas mettre sa photo. J'avais peur qu'on croie que je sois amoureuse de lui. Parce qu'au fond, personne ne savait que j'étais amoureuse de lui. Pas même mes parents. Et puis ça s'est fait comme ça. Cette union est très vite couronnée par la naissance de 11 enfants, 6 filles et 5 fils, qui naissent sur les chemins de l'exil entre Bruxelles, le Brésil, le Maroc, l'Espagne et le Portugal. L'attention de tous se focalise pourtant sur l'aîné des garçons, Henri, le futur chef de la Maison de France. J'étais pas toujours un conte de fées parce qu'il y avait de grandes disputes entre moi et mes frères et sœurs. Parce que j'étais déjà imbu de qui j'étais, qui je deviendrais. Et je me disputais avec eux en disant c'est moi qui commande ici, c'est pas vous. J'étais tout petit comme petit bonhomme. Hein. Alors bien sûr, ça se finissait en pugilat. Tandis que la presse illustrée donne de la famille de France l'image d'une famille exemplaire, la réalité est moins dorée pour les enfants. Et le retour d'exil en 1950 ne fait qu'accentuer le divorce avec leurs parents. D'autant que le comte de Paris ne se soucie que de politique et que son épouse mène une brillante vie sociale. Nous n'avons pas été élevés par nos parents, c'est-à-dire au sens moderne du terme. Nous étions élevés par personne interposée. Nous avions, tous les enfants, des gouvernantes. Ce
qui fait qu'on était très coupés de nos parents. On peut penser que j'étais une personne légère, futile. On peut dire que j'étais une mère de famille passable, potable, bien, une grand-mère charmante, que j'étais pas si méchante que ça, que j'étais quand même une brave personne. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ma mère quand j'étais petit. Et avec mon père, vous savez, quand on est trop timide vis-à-vis de ses enfants, on ne les écoute pas, on ne veut pas les voir. Et à ce moment-là, se créent des malaises, des incompréhensions qui peu à peu deviennent dramatiques. Vous appelez ça timidité? J'appelle ça timidité. Les querelles familiales vont pendant longtemps alimenter les chroniques de faits divers. Pourtant, tout semblait nager dans le bonheur lorsque le dauphin Henri épouse le 5 juillet 1957 la duchesse Marie-Thérèse de Wurtemberg. Le couple aura 5 enfants, mais le prince Henri subit en 1984 les foudres de son père en divorçant et en se remariant. Il est même question de le déshériter et de l'éliminer de la succession dynastique en 1987 au profit de son fils Jean, titré alors duc de Vendôme. Mon fils Henri, n'ayant pas respecté les règles, j'ai reporté toute mon espérance sur Jean. Je m'efforcerai d'être digne de la haute charge à laquelle m'invite le destin. C'est le jour où je me suis affirmé en disant, alors peut-être que j'ai été maladroit dans la façon de le faire, mais à partir de ce jour-là, j'étais libre vis-à-vis de mon grand-père, vis-à-vis de mon père. Et finalement, les choses se sont arrangées par la suite. Et aujourd'hui, le chef de la Maison de France, incontesté, c'est bien le comte de Paris actuel. La raison finit par l'emporter. Tout rentre dans l'ordre à l'été 1998, lorsque le comte de Paris fête au château d'Amboise ses 90 ans, avec toute sa famille enfin réunie et quelques têtes couronnées, comme le prince Albert de Monaco, l'ex-impératrice d'Iran ou Otto de Habsbourg. Notre rôle, en fait, c'est d'essayer de faire comprendre qu'on peut vivre en paix ensemble, on peut vivre en solidarité, en unité, et non pas en se bagarrant. C'est la première fois qu'on fait un rassemblement général de la famille, et ce n'est pas facile, comme vous vous rendez compte. Un an plus tard, les mêmes se retrouvent pour tourner une page historique et familiale. Le 19 juin 1999, le comte de Paris s'éteint et toute la famille d'Orléans forme un bloc uni pour célébrer ses funérailles en la chapelle royale Saint-Louis de Dreux. Vous savez, en dépit des luttes qu'il y a eu entre mon père et moi, lorsqu'il a disparu, c'est vrai que j'ai ressenti comme un certain vide affectif. Sa pensée, que je partageais en de nombreux points, bien j'essaye de la refaire vivre à ma façon. Bon, aujourd'hui, le prétendant, c'est mon père. Donc, c'est le chef de maison. Bon, par son action, il le manifeste, il le montre. Moi, je suis derrière, pas simplement derrière, mais quelquefois à côté. On se parle, on évoque un peu ensemble un certain nombre de choses. On s'entend sur un certain nombre de sujets, notamment sur la francophonie. Le voyage au Liban était un peu dans ce sens-là. Quand ses activités professionnelles de consultant en organisation financière le lui permettent, le prince Jean d'Orléans s'emploie à encourager la francophonie. Il s'est rendu récemment au Liban, visitant le temple de Baalbek ou rencontrant les enfants des quartiers pauvres de Beyrouth. C'est beau, la francophonie de façon générale, mais c'est encore plus beau quand on peut concrètement réaliser quelque chose. Donc c'est un apport, un soutien moral pour montrer que le Liban existait encore.
cette mission en faveur de la francophonie s'inscrit dans la continuité de la monarchie capétienne dont il est l'héritier. La monarchie a un sens parce que, d'abord, elle donne un exemple, 1. 2, elle permet une unité. 3, elle permet de s'inscrire sur le long terme et donc de donner des perspectives. 4, peut-être qu'elle donne un côté un peu glamour. Les gens ont besoin quand même un peu de rêve. C'est tout ça en même temps. Et pour moi, ça a du sens. Moi, je suis tout à fait Orléans. Hein. Du côté de mon père, j'espère avoir cette relation avec les autres, qui est très forte chez lui, et cette façon d'être avec les autres. Et je pense que ça, je la tiens de lui. Et de ma mère, je tiens cette capacité à aller au fond des choses. Et puis de mon grand-père, je tiens cette volonté d'ouverture et d'aller au-devant. Et puis de ma grand-mère, j'ai peut-être ce sens de la famille. Voilà. Donc c'est vraiment un bon mélange entre les 4. Ils sont le fleuron de l'aristocratie italienne. Dans leur château toscan de Castagneto, les Della Gherardesca se payent le luxe de toutes les extravagances et dépensent pour la défense des bonnes manières une énergie princière. Gaddo, l'aîné, en s'affichant avec la flamboyante Sarah Ferguson, une célèbre habituée du château, a démontré son savoir-faire. Comment être polisson tout en restant polissé? Les caméras de Saga sont allées prendre une leçon. Bienvenue chez Monsieur le Comte. Bonjour, je suis garde de la Gherardesca. Je vous remercie d'être ici avec moi au château de Castagneto, Carducci, sur la côte de la Toscane, qui est le siège de ma famille depuis 36 générations. C'est au sommet du hameau de Castagneto que se hisse la forteresse multiséculaire d'une des plus anciennes dynasties italiennes, les Della Gherardesca. Ces riches aristocrates ne cherchent pas à faire de l'épate, mais à promouvoir à travers l'histoire familiale leur Toscane ancestrale. Les stars s'y pressent. On y croise Catherine Deneuve ou Gérard Depardieu, et l'on y voit souvent Sarah Ferguson. La duchesse d'York est folâtrée en la galante compagnie de Gaddo, le seigneur du château, qui reste très discret sur cette liaison amoureuse. Moi, je suis renommé pour l'amitié que j'ai avec la duchesse de York, Sarah Ferguson. Elle aime beaucoup la région parce qu'elle se sent chez elle ici. Les gens sont très respectueux. Sarah est une femme extrêmement particulière. Heureusement, j'ai des amis qui ont de grands bateaux, j'ai des amis qui ont des avions privés, j'ai des amis qui ont des propriétés partout dans le monde, alors il faut simplement avoir un bon agenda et le numéro de téléphone. Je n'ai pas besoin de tant d'argent. La comtesse Sibylla et son frère Gaddo se réunissent avec plaisir chaque week-end dans le château familial. Bien sûr, avec ma sœur, nous avons vécu beaucoup des années ensemble. Alors, c'est normal qu'on fait. Après, on se partage le travail. Moi, je m'occupe du hardware. Elle s'occupe du software. Elle s'occupe des tissus, de toutes ces choses-là que je ne comprends pas. Et moi, je m'occupe de la restauration du château. Sibylla, c'est la Nadine de Rothschild transalpine, la reine du savoir-vivre à l'italienne. Tout le monde me dit pourquoi tu n'écris pas un livre, Maintenant, j'écris ce livre qui est devenu un best-seller. C'est la 8e édition dans une année. Et on m'appelle partout, même faire des cours, tenir des cours. J'étais à Milan, tenir un cours à l'université il y a un mois. Et avec ce livre, on apprend un peu tout ce que... comment se comporter, comment s'habiller, selon quel travail on fait, comment présenter les gens, comment aller au restaurant, comment user les portables, comment écrire une lettre, tout ça. Et quand elle n'écrit pas, la comtesse aime à croiser les fantômes ancestraux au détour des dédales des 50 pièces du château. Bien. Alors ça, c'est une des escaliers de la maison. Et ce que vous voyez ici sont des gravures de la famille Médicis. Dans cet escalier, vous pouvez aussi voir 2 arbres généalogiques. On voit ma mère est là, elle est la dernière, tout en haut.
Malheureusement, quand la famille est finie avec elle, moi je suis la première de ma famille qui a commencé à travailler parce que ma mère n'a jamais travaillé et ma grand-mère non plus. Nous vivons dans une manière très moderne parce que moi je saute d'un avion à l'autre, je travaille comme une folle, je fais toutes sortes de choses comme font des milliers de femmes et en même temps je me sens très normale, même si je m'appelle de la Gherardesca. Je veux dire, je suis très contente d'appartenir à cette famille, qui est une famille très ancienne, mais je ne me sens pas différente des autres, pas du tout. Alors, ici, comme vous voyez, c'est un couloir qui amène d'un salon à l'autre. Ici, il y a une collection de peintres, de gravures de peintres du XVIIIe siècle. Ces couloirs amènent aussi dans une petite chapelle d'où on peut assister à la messe, même, disons, avec son pyjama. Dieu lui-même a ses appartements. Il est gracieusement logé dans l'église privée de la Forteresse, le luxe suprême. L'église appartient du pays, appartient à nous. C'est une église qui est dans le château. Nous avons la possibilité d'assister aux fonctions religieuses par ces deux fenêtres avec ce volet. Donc, comme ça, on n'est pas vu, on peut très bien voir sans être vu. Et les gens du pays entrent dehors de murs dans l'église. Le comte, lui, dort au-dessus de l'éternel, mais d'un sommeil qui n'est pas de tout repos. De temps en temps, je me réveille le matin avec... je commence à sentir l'incenso, l'encens. Alors j'ouvre les yeux avec attention parce que je ne sais pas si je suis vivant ou mort. Castagneto, pour moi, c'est chez moi, c'est ma maison. C'est quelque chose en plus parce que dans nos chromosomes, je pense, après 1200 ans, il y a un héritage tel que chaque mur, chaque pierre, chaque arbre, nous appartient intérieurement. Ce n'est pas une question de propriété, c'est une question d'identité. Et c'est dans une atmosphère imprégnée de 1200 ans d'histoire que Monsieur le Comte décrypte le blason familial. Voilà. Ici, nous sommes dans l'entrée des armes de la famille. Vous savez que les armes alentour du 11e, 12e siècle étaient simplement de couleurs. Dans le cas de la famille, le rouge était la partie supérieure qui démontrait le sang des ennemis qu'on avait tués. Et la partie au-dessous, le jaune représentait l'or, la puissance économique de la famille. Voilà. Ah, il y a ma fille ici. Finalement, on la trouve. Parce qu'elle ne se lève pas tellement tôt le matin. Hein? Ça, c'est ma fille Costanza, qui vient avec moi quand je suis à Castagneto. Comme Maria. Bah, j'essaie tout le temps, quand on vient ici, de lui faire voir les mémoires de la famille, la façon dans laquelle on a vécu. On ne parlait jamais d'argent, parce que l'argent était là. Je crois que mon grand-père n'a jamais payé une addition. Il aurait mieux pour lui de les payer, comme ça il aurait pu épargner l'argent que ses administrateurs volaient. Elle devra travailler, parce que travailler, c'est une façon importante de se lier au monde. On ne peut pas vivre, comme les latins disaient, turris eburnea, une tour d'ivoire, loin. Non, on doit vivre avec les gens. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, dès qu'ils étaient petits, j'ai dit, écoutez, vous ne serez jamais les plus beaux parce que vous êtes très beaux, mais il y aura toujours quelqu'un plus beau que vous. Vous ne serez jamais les plus intelligents parce qu'heureusement vous êtes intelligents, mais il y aura toujours quelqu'un qui sera plus intelligent que vous. L'unique chose qui peut vous distinguer des autres, c'est l'éducation. Rappelez-vous ça. L'éducation, c'est le symbole de notre famille. J'espère qu'il ne disparaîtra jamais. Il représente les valeurs de la famille, mes souvenirs et mon avenir. Depuis le Moyen-Âge, le château de Castagneto a survécu à bien des chaos.
Tour à tour, orgueilleuse forteresse et simple ferme, le voici aujourd'hui transformé en maison de famille. Mais quelle famille! Maintenant, c'est plutôt une maison de campagne. Quand on regarde le mur, bien sûr, on comprend que c'est un château. Ça, c'est de Carrara marble. C'est marbre de Carrara. Et l'autre représente un philosophe. Je ne me rappelle plus qui c'est. Je regrette que mon frère ne soit pas là, parce que mon frère, moi je suis le chasseur de la famille. Moi je suis celui qui connaît très bien le bois, moi je connais très bien la campagne. Le comte a beau s'acoquiner avec les plus jolies têtes de la jet set, ce qu'il cultive avec le plus de plaisir, ce sont les valeurs sûres d'un aristocrate attaché à la terre. Je trouve que c'est un endroit magique. On a fait tout ça, je ne voudrais pas quelqu'un qui joue Castagnetto dans une table de roulette à Las Vegas. J'espère pas. On a fait tout ce qu'il fallait pour transmettre nos valeurs à nos fils, pour leur laisser l'héritage intact ou plutôt amélioré, respect à ce que on nous a laissé. Après ça, on ne peut pas être responsable, même de siècles à venir. Il est toujours bon de se rappeler qu'il n'y a pas d'avenir sans passé. Mais il ne faut pas oublier que les plus nobles origines doivent tout aligner, rien à l'acquis. Les orphelins d'aujourd'hui seront peut-être pères d'une dynastie demain. Sur ces bonnes nouvelles, je vous dis à la semaine prochaine. Et retrouvez notre jeu Saga avec le magazine Gala. Découvrez la star mystère qui se cache derrière cette énigme. Pour gagner 3 séjours d'exception au château des Climons pour 2 personnes en pension complète et des abonnements d'1 an au magazine Gala, répondez sur le bulletin que vous trouverez cette semaine dans Gala ou recopiez-le sur papier libre et envoyez-le à l'adresse suivante. Un tirage au sort déterminera les heureux gagnants. TF1 vous a présenté le jeu Saga avec le magazine Gala. Dans un instant, le best-of.